Ça y est, après plusieurs années d'attente, on a enfin vu tourner Hogwarts Legacy, l'action RPG en open world à Poudlard. Et pour rappel, celui-ci se déroule un siècle avant les aventures d'Harry Potter. La présentation, qui s'est tenue ce 17 mars 2022, était extrêmement solide, condensée et nous a présenté plein d'aspects du jeu qu'on va tenter de résumer ici à travers 5 axes. Tenez-vous bien parce qu'on tient probablement là l'un des jeux de l'année 2022. On va commencer par une vue d'ensemble du titre, parce que c'est quand même un gros morceau qui mérite une bonne introduction. Hogwarts Legacy, c'est un jeu ancienne génération et nouvelle génération. Il sortira sur PS4, Xbox One et aussi sur PS5, Xbox Series et PC, mais aussi sur Switch. C'est Sony qui gère la communication en accord avec Warner Bros qui édite. Le studio derrière le jeu, c'est Avalanche Software, à qui on doit notamment Disney Infinity. Ils avaient fermé boutique en 2016, puis ont été rachetés par Warner en 2017. En octobre 2018, on a eu une giga fuite qui présentait du work in progress d'un RPG Harry Potter à la 3e personne. Et puis ensuite, quelques années plus tard, c'est la confirmation du projet en 2020, sans image de gameplay, et c'est finalement en mars 2022, lors de ce fameux State of Play, qu'on peut désormais voir le jeu en mouvement, et donc comprendre que la fuite de 2018 était bien dédiée au jeu, puisqu'elle y ressemble totalement. Si on fait le calcul, c'est donc un projet de longue haleine développé depuis 5 ans qui sortira en fin d'année 2022 sur toutes les plateformes. Globalement donc, grâce à cette présentation de 14 minutes de gameplay suivie d'un making-of de 5 minutes, on peut en dire que le soin a été tout particulièrement présent et à tous les étages du projet. Les équipes ont relu les bouquins Harry Potter, ont rematé les films et se sont amusés à prendre comme personnage principal non pas Harry Potter mais Poudlard. C'est vraiment l'école, l'élément central et tout le jeu va orbiter autour. Cette liberté, ça leur permet de dépeindre des jeux jamais vus auparavant ou jamais décrits même, comme la salle commune des Poufsouffles, et on sent bien que les développeurs ont à cœur de faire un jeu respectueux des fans, respectueux de la franchise et respectueux de l'univers magique. Prendre des libertés mais toujours avec du respect. Côté gameplay, on va créer notre perso et l'incarner dans un TPS, c'est-à-dire un jeu de shoot à distance, dans lequel on se battra à coups de magie à la 3e personne. Il y a une forte emphase sur ce qui fait qu'un sorcier est doué, c'est-à-dire les connaissances des ennemis, des sortilèges qu'il peut utiliser et des potions qu'il peut boire pour devenir plus puissant. Tout est bien respecté. En dehors des combats, il y a de l'exploration évidemment dans tout l'open world, des rencontres, des dialogues, de l'amitié à gérer, du craft, des cours auxquels il faut assister, des mini-jeux et une année entière qui défile avec ses propres saisons et sa météo. Bref, c'est un vrai bon gros RPG à la The Witcher qui nous est teasé ici. Un projet donc solide qui s'est montré très garni, même si on nous a juste vite fait teaser un peu de Quidditch sans vraiment nous en montrer. Reste à savoir donc si le célèbre sport aérien sera au menu, si on nous le présentera un peu plus tard dans la com ou si Warner se le garde pour un DLC ou une suite. On le voit clairement dans la présentation, Hogwarts Legacy, c'est le fruit d'un taf colossal de la part des équipes et ça serait bête d'en faire qu'un seul jeu. Alors qu'est-ce qu'on va faire à Poudlard dans ce jeu? Déjà, on rappelle que le jeu se passe à la fin des années 1800 et que Poudlard ressemble pas exactement au Poudlard des films. Il y a pas mal de libertés qui ont été prises pour penser à quoi aurait ressemblé l'école à cette période et qui sait, peut-être que des salles pourront être vues et finir condamnées ou détruites dans la trame du jeu. Tout dépendra de votre aventure justement et elle débute sur la création de votre personnage en bonne et due forme. À la suite de ça, on sait pas trop comment, mais le Choixpeau décidera de notre maison. Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle ou encore Serpentard, les meilleurs. C'est tout à fait possible qu'on nous fasse avant ça jouer un petit prologue où nos décisions et actions seront analysées. Il est aussi possible qu'on doive répondre à un questionnaire ou alors que le chapeau décide pour nous, même si ça semble difficile à imaginer. Je veux pas être un Poufsouffle, je suis pas un blé. Et c'est là que le jeu se montre déjà surprenant, c'est qu'on commence pas du tout en première année. En fait, notre perso arrive en 5e année directement. Est-ce qu'il vient d'une autre école? Est-ce qu'il est tellement balèze qu'il a sauté 5 classes d'un coup? Tout ça, on l'ignore, mais vu comme on enchaîne les sorts, parfois dévastateurs, quelque chose me dit qu'on est un peu surpuissant comme sorcier. C'est d'ailleurs clairement dit dans la présentation, notre personnage a un lien particulier avec l'ancienne magie et Poudlard est un véritable canalisateur de cette fameuse ancienne magie, ce qui fait que vous vous y sentez extrêmement bien et que vous y êtes extrêmement puissant. Bon, le point négatif de cette alchimie, c'est que durant toute l'année scolaire, les gobelins qui sont en pleine révolte et sont alliés des mages noirs vont tenter de vous capturer justement parce que vous êtes liés à cette ancienne magie.
Par l'intermédiaire d'un des professeurs, professeur Fig, on apprendra qu'un dangereux gobelin nommé Ranrock nous recherche activement et est prêt à tout. Ça risque de claquer des flippendo à tout va. Côté structure du jeu, on va donc devoir tenir la vie d'étudiant, en allant en classe, que ce soit en classe de sortilège, de défense contre les forces du mal, de botanique, de potions et autres. On sait pas encore s'il faudra suivre assidûment au point de répondre à des quiz pour prouver qu'on est bon élève, mais cette dimension scolaire occupera quand même une bonne partie de votre temps. Le reste de votre planning, c'est explorer Poudlard et ses environs à la recherche de quêtes annexes et de passages secrets. On a vu différents mécanismes qu'il faudra activer avec des sorts, des portes dérobées et des tonnes de salles différentes, peuplées d'élèves de toutes maisons. Outre les side quests et les mini-jeux, on pourra aussi se lier d'amitié avec différents élèves qui auront tous leur histoire à vous raconter. On ignore si des romances seront possibles, mais en attendant, on a pu voir un extrait où ce fameux compagnon nous assistait en combat. Et puis, à côté de Poudlard, il y a tout le côté exploration dans des environnements variés qu'on va découvrir en balai volant. Bref, ça a l'air d'être du solide côté structure, un mélange de quêtes principales, secondaires et de collectibles injectés au sein d'un open world qui se veut déjà assez riche. S'il y a un point qu'on n'aurait pas autant soupçonné, c'est bien le craft. La fabrication d'objets, la culture de plantes et d'arbres, la confection de potions, ça semble hyper important dans ce jeu. C'est au cœur de la salle sur demande que tout ça se passe et on va pouvoir y conjurer différents ateliers. Ces ateliers permettent de faire pousser toutes sortes de plantes, comme des mandragores par exemple, et chaque plante qui pousse, chaque potion qui mijote aura un timer affiché. Alors ça fait un peu peur dit comme ça quand on s'imagine que les 30 minutes affichées durant le trailer peuvent parfois devenir des heures entières pour de plus grosses potions. Et ça nous a particulièrement inquiété parce que ce genre de mécanique, c'est typique des free-to-play et ça vient souvent avec des accélérateurs payants. Toutefois, si ça peut vous rassurer, Warner a précisé qu'il n'y aurait pas de microtransactions dans le jeu. Donc ces petits timers, on l'imagine, ils sont avant tout là pour éviter de tricher et de crafter 300 potions à la minute. En plus de crafter ces potions et de faire pousser ces plantes qui nous aideront au combat, eh bien on a aussi un petit coin de terre sur lequel on peut conjurer une petite maison qui va bien et faire ami-ami avec des animaux fantastiques ou des plantes magiques qu'on aura sauvées dans l'open world. On sait pas à quel point ces relations pourront nous aider, mais comme on a vu du chevauchage d'hippogriffes dans le trailer, ça donne envie. Alors c'est pas pour rien que le jeu s'appelle l'héritage de Poudlard, mais qui dit open world dit évidemment plusieurs lieux. Et Poudlard aura donc ses environs, des villages, des gares, des forêts, des lacs, auxquels on pourra se rendre en balai volant évidemment. Et dans cet open world, on a pu voir d'autres animaux fantastiques et magiques, notamment un nifleur, un vivet doré ou encore un sombral pour ne citer que. Autant de créatures que vous avez pu voir dans les films Harry Potter ou dans les films Animaux Fantastiques. C'est donc dans ce petit lopin de terre qu'on aura conjuré au sein de la salle sur demande qu'on retrouvera notre collection d'animaux en quelque sorte. Allez, je sais que vous vous demandez comment est-ce qu'on se bat dans ce jeu. C'est très simple, comme on l'a dit en introduction, ça ressemblera à un TPS bien posé. Les combats sont assez lents, mais permettent quand même de bien analyser l'action. De voir quels sont les ennemis en face de vous, à quoi ils sont vulnérables et comment vous allez devoir les appréhender. En voyant notre perso combattre, on devine aussi une importance des postures pour enchaîner chaque sort correctement et de manière fluide. On voit aussi beaucoup de combinaisons élémentaires, de feu, de glace par exemple, et aussi un éclair qui vient nous faire comprendre que notre perso est quand même sacrément balèze. Au point d'ailleurs d'apprendre des sorts que ses professeurs ne soupçonnent même pas. À ce propos d'ailleurs, le trailer nous dit à un moment donné « Devenez le magicien que vous voulez être » et juste après ça, notre personnage claque un petit Avada Kedavra comme ça, tranquillou. Si l'on en croit ce court extrait, notre perso est suffisamment puissant durant le jeu pour utiliser des sortilèges interdits et emprunter également la voie des mages noirs. Reste donc à savoir à quel point notre alignement se fera ressentir dans la quête et dans les combats aussi. Est-ce qu'à la manière d'un Star Wars Knights of the Old Republic, on aura des sortilèges positifs et négatifs vers lesquels on va se tourner à force de virer d'un bord ou de l'autre? Bon, par contre, constat assez unanime, on a l'impression que les ennemis attendent un peu leur tour pour se faire poutrer les uns à la suite des autres et ne vont donc jamais attaquer en même temps. Syndrome Assassin's Creed de l'ancienne époque donc. En espérant que cela soit corrigé à la sortie, et si ça ne l'est pas, eh bien c'est qu'il y a une utilité à tout ça en termes de combat de design, probablement parce que si tous les ennemis nous attaquent en même temps, on ferait pas long feu. Parce que le monde des sorciers, c'est pas que des attaques, il y a aussi des sortilèges de protection, des stuns et toutes sortes de stratégies pour venir à bout des ennemis.
Autant de techniques que vous allez pouvoir apprendre pour approcher furtivement vos adversaires et paf, frapper un grand coup. Durant la présentation, fallait avoir l'œil pour deviner quoi que ce soit concernant les interfaces du jeu. Mais on a quand même pu glaner 2 ou 3 infos cruciales sur la manière dont le jeu va se présenter aux joueurs. Puisqu'on sort tout juste des combats, sachez que les arbres de talent de notre sorcier seront divisés en 5 branches qu'on n'a malheureusement pas pu identifier mais qui présentent des illustrations qu'on peut interpréter. Ainsi, on devine qu'il y aura un arbre lié à vos caractéristiques en tant que personnage, votre mana, votre jauge de vie, votre endurance par exemple. On devine aussi un arbre lié à la discrétion et au déplacement, idéal pour fufuter. Et le reste sera probablement dédié aux potions, au craft, au combat et aux sortilèges hors combat. Quant à la salle sur demande qu'on a vue précédemment, il faut savoir qu'une jauge de conjuration y est présente et qu'elle limite ce qu'on peut donc invoquer et qu'il faudra d'ailleurs une ressource pour construire chacun des éléments. On peut donc s'attendre assez logiquement à de la collecte de ressources dans l'open world. À côté de ça, le menu complet de manière plus globale ressemble à un menu classique. On peut en voir les volets rapidement sur un des écrans. Il présente 9 catégories. Caractère, qui permet de voir notre personnage et son statut. Inventory, donc l'inventaire, pour répertorier nos objets. Talents, on l'imagine pour nos arbres de talent et gérer l'évolution de notre personnage. Collections, là c'est assez difficile de voir ce que ça concerne. C'est peut-être nos créatures magiques et animaux fantastiques récupérés, mais ça peut être aussi l'ensemble des collectibles qu'on peut retrouver dans Poudlard ou Préolard et compagnie. On a ensuite Challenges, donc ça c'est potentiellement les mini-jeux ou alors des objectifs à atteindre pour réussir nos cours à Poudlard, ou alors c'est tout simplement un système de succès intégré. Ensuite on retrouve Map qui nous propose la carte du jeu dont on a pu voir une ébauche dans la partie Making of du State of Play. Et là attention, c'est un peu tricky, il faut suivre. La catégorie All Post présente le courrier reçu par Chouette. Et donc c'est assez étrange puisqu'on pourrait se dire que All Post c'est un peu les quêtes et que chaque quête a une lettre, ce serait roleplay après tout, sauf qu'il existe aussi l'onglet quête. Donc All Post, qui a sa propre catégorie, doit être quelque chose d'important. Le courrier aura donc un poids significatif dans le jeu s'ils ont mis une catégorie directement dédiée dans le menu principal. Bon, par contre, calmez-vous, c'est un jeu annoncé comme 100% solo pour l'instant, donc est-ce qu'on nous cache ici un système de messagerie entre joueurs? Bonne question. Et enfin, donc, les classiques, le journal de quête, qui sera, on l'imagine, divisé en quête principale, quête secondaire et collectible, et les options qu'on n'a pas pu voir pour le moment. On rappelle d'ailleurs que le jeu sort sur ancienne génération et nouvelle génération, on peut donc s'attendre à un mode performance et un mode qualité sur PS5 et Xbox Series. Et à du 30 FPS pas forcément très beau sur ancienne génération, tandis que sur Switch, on voit difficilement comment ça pourrait tourner hors cloud. Faut dire que le jeu a l'air très soigné, très détaillé et propose des zones assez grandes, donc ça paraît difficile d'imaginer la présentation de gameplay tournée sur une machine d'ancienne génération. Espérons donc que Warner et Avalanche optimisent bien leur jeu pour la PS4, la Xbox One et la Switch. Voilà donc ce que l'on pouvait dire de cette présentation complète d'Hogwarts Legacy. Il y a plusieurs points qu'on n'a volontairement pas abordés mais qui étaient quand même présentés. Préolard, quelques sous-menus, notamment quand on crée des potions, les marchands qui vendent de l'équipement, bref, tout ça on aura le temps de vous en parler un peu plus en détail puisque le jeu sort fin d'année 2022 sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette présentation et on se retrouve sur JV et ses réseaux pour toutes les actus liées à Hogwarts Legacy.